Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur l'antenne de KTO, ici même dans le grand amphi du Collège des Bernardins, où vous avez désormais vos habitudes. Alors il y a foule aujourd'hui pour une raison simple, une foule en partie de jeunes, plus que d'habitude, parce qu'on va parler de sujets qui les intéressent au premier chef. Il va être en effet question de storytelling, de Facebook, d'Internet. Alors attention, ne vous affolez pas. Si vous n'êtes pas des habitués de ces sujets, nous allons faire preuve d'une pédagogie absolue. Donc surtout, restez, c'est l'occasion à la fois de mieux comprendre ces phénomènes et puis de prendre du recul, parce que c'est le sens même de ces débats, prendre du recul sur les conséquences, qu'elles soient humaines, sociales ou spirituelles, de ces nouveaux phénomènes, de ces nouveaux dispositifs informatiques et surtout de leur utilisation. Alors, pour prendre ce recul, je vous propose un plateau tout à fait original, puisqu'il va être composé d'une part d'un jeune entrepreneur que je vais vous présenter dans un instant, dont les chemins de la réussite passent par le storytelling, Internet. Enfin, vous allez voir, c'est passionnant, on va découvrir tout ça. Ensuite, une femme chercheur, une chercheuse, on peut dire, une chercheuse qui déjà, sur des supports aussi nouveaux, nous apporte des éclairages objectifs, car c'est la parole de l'université que nous accueillons à travers elle, et un théologien. Alors un théologien qui aime à dire que, comme tous les théologiens, il est compétent sur tout, mais d'une compétence bienveillante, lucide et exigeante. Autrement dit, avec lui, nous allons aussi pouvoir, dans cette prise de recul, placer les questions dont nous allons parler ce soir sous le regard de Dieu. Alors, ce théologien, vous le connaissez peut-être, c'est le père Antoine Guggenheim. Bonsoir. Bonsoir Christian. Alors, père Antoine Guggenheim, vous êtes prêtre depuis 1993 du diocèse de Paris, vous enseignez à la faculté Notre-Dame et vous êtes le coordinateur du pôle recherche au Collège des Bernardins. Exactement. À vos côtés, Augustin Paluel-Marmont. Bonsoir. Alors, vous avez deux diplômes qui comptent beaucoup dans votre vie. L'un assez classique qui est celui de, enfin tout le monde ne l'a pas, Subdeco Paris, le SCP. Et puis, vous êtes titulaire d'un CAP BEP de boulanger, dont vous êtes très fier. J'ai aussi les cours de pâtisserie à la mairie de Paris, pas très loin d'ici. Vous avez, de ce fait, et peut-être qu'il y a une relation entre les deux, écrit un excellent guide des boulangeries de Paris. Et vous êtes cofondateur de la marque Michel et Augustin, dont vous allez nous parler ce soir. Et enfin, à côté de vous, Fanny Georges, qui est docteur en études culturelles. Donc, on l'a compris, vous êtes la représentante de l'université, enseignante à Paris 1, chargée de recherche au CNRS. Et c'est avec vous, Fanny Georges, que je voudrais commencer, parce que vous êtes professeur, donc vous avez le devoir de nous enseigner pour commencer. Et je voudrais, si vous le pouvez, et vous le pouvez sûrement, planter le décor. C'est-à-dire nous dire, avec le plus de précision possible, ce que sont ces réseaux sociaux, et en particulier ce qu'est Facebook. Donc, Facebook est un logiciel de réseaux sociaux qui est caractéristique de ce qu'on appelle le Web 2.0. Donc, le Web 2.0, c'est une expression qu'on utilise pour désigner le web social, le web où les utilisateurs peuvent se mettre en relation, créer des pages personnelles en 3 clics, sans avoir besoin d'avoir de compétences techniques. Donc, en créant des pages personnelles très facilement, les utilisateurs peuvent aussi les mettre à jour très facilement. C'est ce qui différencie donc le Web 2.0 du Web 1.0, le premier Web. Qui appartient déjà à l'Antiquité, j'imagine. Voilà, c'est ça, c'est le Web des temps anciens où on devait créer sa page personnelle sous Dreamweaver. Son what ? Son quoi ? Son Dream ? Dreamweaver, c'est un logiciel de création de pages personnelles. D'accord. Donc il fallait connaître un petit peu de code HTML. Donc c'était réservé à peu d'utilisateurs finalement. Et donc l'arrivée du Web 2.0 a permis aux utilisateurs de créer des blogs, des comptes utilisateurs dans des logiciels comme Facebook, MySpace, dont vous avez certainement entendu parler. Donc le Web 2.0, c'est quand ? Le Web 2.0, alors les dates sont... En gros. Voilà, on va dire que peut-être 2004... Et c'est exactement 2003, l'année de 2004. Création de Facebook. Oui, tout à fait. Disons que tous ces logiciels sont arrivés un petit peu en même temps, donc ensuite tout dépend des pays. Mais voilà, et ensuite également, je voudrais terminer peut-être par le Web 3.0, donc c'est le futur du web, le web des archives. C'est un web qui pose question aujourd'hui, puisque la problématique, c'est que donc par le web 2.0, les utilisateurs ont délivré énormément d'informations personnelles sur Internet, et par le web 3.0, dont on a des exemples comme des sites comme 1, 2, 3 People, eh bien des robots
vont aller fouiller les informations, capter les informations et créer des pages personnelles sans intervention de l'utilisateur. Donc si jamais vous avez été cité dans, je sais pas, un événement auquel vous avez participé, peut-être comme, voilà, eh bien, ou bien mentionné sur le site web de votre entreprise, eh bien, toutes ces informations vont être captées et en cherchant votre nom dans ces sites, eh bien, vous tomberez sur votre page personnelle que vous n'avez jamais créée. Donc ça pose beaucoup de questions du point de vue de, effectivement, la confidentialité des données personnelles. Alors on reste sur les définitions et un peu l'historique, c'est une histoire récente, mais quand même. Donc apparaît au même temps que se développe ce Web 2.0, ce fameux Facebook. Alors ça démarre aux États-Unis, un tout jeune homme, il a quoi? Il a à peine un peu plus de 25 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a inventé là? Eh bien, il a inventé un logiciel qui permet de mettre en relation les personnes, notamment, bon, effectivement, Facebook était créé initialement pour mettre en relation les étudiants de Harvard, donc c'était son université. Donc il a mis tout simplement en relation plusieurs profils contenant des données personnelles concernant les étudiants et les personnes, donc ce qui a donné naissance en fait à ce réseau qui était donc initialement étudiant, mais par la suite d'autres types d'utilisateurs ont pu créer leur page personnelle. Et aujourd'hui, donc voilà, ça concerne des adolescents, des adultes. C'est un phénomène planétaire. Voilà, c'est ça, ça ne concerne plus du tout que le réseau. 15 millions de Français qui ont un profil sur Facebook. C'est absolument considérable. Comment vous expliquez ce succès? Bien, Facebook permet de réunir sur un seul support en fait des applications qui auparavant étaient séparées. Donc je m'explique. Déjà, ça permet d'entrer en contact avec donc ses anciens camarades de classe, comme le propose par exemple l'application Copains d'avant, qui est un site spécialisé dans cette fonction, mais également avec ses collègues, comme des sites tels que LinkedIn ou Viadeo, donc qui sont spécialisés dans les réseaux professionnels. Également permet de faire des rencontres avec des applications qui sont hébergées par Facebook. Il permet aussi de jouer à des jeux, donc c'est les social games, les jeux sociaux. Donc il permet également de créer des blogs avec des applications dédiées. Donc Facebook, c'est un logiciel en fait qui fédère beaucoup d'activités qui auparavant étaient pratiquées sur des plateformes différentes. Donc c'est plus facile pour les personnes d'utiliser une seule plateforme, d'avoir un seul login et un seul compte utilisateur, donc plutôt que plein en fait. Alors on va rentrer un peu dans le contenu de vos travaux et de votre réflexion. Vous dites des choses assez étonnantes et que je voudrais que vous puissiez nous expliquer. Vous dites que ces supports, Facebook en particulier, sur lequel vous travaillez beaucoup, changent la relation à l'autre, que ça change, un impact sur le concept de présence. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, ce que je voulais dire par présence, en fait, ces logiciels, en fait, invitent à se poser la question de ce qu'est en fait une relation à l'autre. C'est-à-dire que si je crée un compte Facebook et que je ne l'utilise pas, que je ne me connecte jamais, finalement, je ne vais jamais me manifester aux autres. Donc sur Internet, en fait, être présent, c'est utiliser un logiciel, se manifester, poster des informations, partager des informations, les envoyer aux autres personnes, ce qui est très différent de la vie réelle. C'est ce qui m'a frappé au début quand j'ai commencé ces recherches, où finalement, le simple fait d'être là, d'être enfin face à vous, peut-être fait que, effectivement, vous me percevez. Mais sur Internet, si je ne me manifeste pas, effectivement, je n'existe pas pour un autre. Donc, pourquoi est-ce que je disais que ça a changé la notion de présence? C'est que notamment du Web 1.0 au Web 2.0, on assiste à un changement de paradigme identitaire. Le Web 1.0 était défini, enfin donc par ces pages personnelles qu'on crée soi-même. On déclarait toutes les informations soi-même. Donc toute la page personnelle, c'était l'utilisateur qui avait choisi les informations. Donc la photo, le contenu, etc. Avec le Web 2.0, c'est donc Facebook notamment a de nombreuses fonctionnalités, dont les commentaires postés par les autres utilisateurs sur votre page personnelle. Également d'autres informations comme les applications que vous avez téléchargées, utilisées, les jeux auxquels vous avez joué, les personnes sur lesquelles, sur les profils desquels vous avez posté des commentaires. Donc en fait, ça change le paradigme identitaire parce que dans le Web 2.0, on est davantage défini par les activités qu'on a en ligne que par les données
qu'on déclare, qui sont d'ailleurs considérées, certaines études le montrent, comme étant moins authentiques que les informations qui sont délivrées, enfin les commentaires postés par les autres utilisateurs sur le profil. C'est ce qu'on appelle l'identité agissante. Voilà, c'est l'identité agissante. Par opposition à l'identité déclarative. Vous avez vu, j'ai bien travaillé la question. Non, mais alors voilà, donc on sent déjà une fine pointe de votre réflexion, c'est que au fond, c'est pas l'être qui prime, mais c'est son action, c'est sa production, c'est son mouvement. Tout à fait. D'une part, dans ses actions, mais également ces actions sont quantifiées, c'est-à-dire qu'on observe un développement des chiffres sur les pages de profil qui n'étaient pas présents non plus dans les pages personnelles du Web 1.0. Par exemple, le nombre d'amis, le nombre de commentaires postés par les autres utilisateurs, le nombre d'applications téléchargées, le nombre de messages, et toutes ces informations quantifiées en fait donnent une image quantifiée également de l'identité. Par exemple, je vais pouvoir comparer mon profil à un autre simplement en comparant mon nombre d'amis. Ah ben tiens, un tel a plus d'amis que moi. Est-ce à dire que il est plus sociable que moi? Donc en fait, tous ces chiffres invitent à se questionner sur son identité. En fait, peut-être aussi à mesurer aussi le degré d'affinité qu'on a avec les autres par le nombre d'amis communs. Donc dans Facebook, il y a un petit champ avec un chiffre qui vous précise le nombre d'amis que vous avez en commun avec la personne dont vous consultez le profil. Par exemple, vous avez 8 amis communs. Avec une autre personne, vous avez 15 amis communs, donc vous allez peut-être en déduire que vous avez plus d'affinité sociale avec cette personne dont vous avez plus d'amis communs que l'autre. Alors ce sont des choses qui, dans les relations en face à face, donc non médiées par le virtuel, rien à voir avec les relations, n'étaient pas du tout prises en compte. Et moi, je vois dans les entretiens que j'ai avec les utilisateurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, même des personnes qui ne sont pas dans des milieux professionnels, dont on parle couramment de réseaux sociaux, en fait, parlent de réseaux sociaux très couramment. C'est mon réseau amical, même pour parler, en fait, même sans évoquer ces questions d'application. Donc il y a vraiment ces applications-là modèlent en fait une certaine image de l'identité, de la relation à l'autre, par leur structuration. On va revenir sur ces questions. Je voudrais que le père Antoine Guggenheim déjà nous donne quelques lumières, quelques éclairages. Je pense que vous n'avez pas envie de passer pour un censeur ou un moraliste, mais enfin, si je mets dans les deux plateaux de la balance, d'un côté la valeur liens sociaux que ces réseaux sociaux apportent, et dans l'autre plateau de la balance qu'on vient de dire, c'est-à-dire le règne d'une identité agissante plutôt que déclarative, existentielle, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qu'est-ce qui pour vous prime ? Vous avez raison de dire, Christian, que pour nous théologiens, le premier mot n'est jamais la morale. La morale, c'est l'affaire de l'école laïque. Nous avons toujours une visée spirituelle, c'est-à-dire une visée qui est attentive à ce que les personnes développent. On a un phénomène inouï. Mark Zuckerberg a développé ça quand il était étudiant. Ça a pris dans son université, puis dans les universités des environs de Harvard. Et aujourd'hui, c'est un besoin mondial de quoi ? De relations. De relations à l'échelle du monde, ce qui est quand même inouï. Je veux dire, parce que c'est bien dans sa vie de pouvoir croiser 100 personnes ou 1000 personnes, mais en fait, il y a 7 milliards d'individus aujourd'hui sur Terre. Pourquoi je serais privé à jamais de l'espoir d'en rencontrer un avec lequel ça peut devenir une relation forte? Donc il y a une espérance utopique ou une espérance chrétienne extrêmement forte de communauté, voire de communion. Donc ça, je pense que c'est le premier point. Et je pense qu'on peut se laisser prendre au jeu. Plusieurs fois, j'ai reçu sur ma propre boîte mail « Un tel se déclare votre ami » et j'ai toujours décidé de ne pas faire suite, hélas, et donc de ne pas moi-même ouvrir un compte sur Facebook ou un de ses concurrents. Mais je pense que ce désir de communauté, voire de communion, est un désir excellent. Ensuite, il y a ce que Fanny Georges a manifesté comme les limites possibles, c'est-à-dire quel type de présence recevons-nous. Voilà. L'analogie chrétienne, c'est toujours ultimement, c'est la Trinité. La Trinité, ce sont des relations de pure présence. Alors, comment est-ce que nous retrouvons la joie du contact qui n'est pas que par un écran, mais qui est par le son de la voix, qui est par l'éclat des yeux, qui est par le bruit des pas, c'est-à-dire du contact vraiment physique. Et ça, c'est une question, c'est insubstituable. On ne pourra jamais remplacer cette chaleur de la rencontre. Mais pourquoi ne pas l'étendre par des instruments dont Facebook est un? Alors,
C'est toujours un peu inquiétant quand on voit l'être humain devenir inséparable d'un instrument. Et un jeune être amputé lui-même s'il perd une chose, par exemple, ici, son ordinateur. Est-ce qu'on peut parler de rapport compulsif chez nos jeunes, là, sur ces supports? Quand j'étais étudiant ingénieur, l'informatique était déjà un truc compulsif. C'est-à-dire qu'il y en a qui passaient leur nuit entière sur leur ordinateur et pourtant c'était en langage machine que ça parlait. La dimension de plaisir était réduite. Je sais pas. Peut-être dans certains cas, bien sûr. Peut-être. Ça, il faudrait demander aux sociologues. Fanny Georges, là-dessus, vous l'analysez, ce phénomène de compulsivité? Parce que ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'identité de soi, c'est beaucoup en lien avec les jeunes générations que vous travaillez, vous. Enfin, c'est en observant leur mode de relation à ces supports. Oui, tout à fait. La plupart des recherches qui sont conduites sont conduites sur des populations lycéennes, effectivement. Moi, j'approche ce phénomène des usages compulsifs justement par la dimension agissante de l'identité, étant donné que, en fait, le logiciel invite pour se manifester, à se connecter, à se manifester, pour être présent, à se connecter, à se manifester le plus souvent possible. Bon, aussi en fonction de son réseau social. Hein. Si les personnes ne se connectent jamais, évidemment, ça ne sert à rien de se manifester en continu. Mais en fait, ce sont par ces mécanismes-là, enfin, qui sont structurels au dispositif, que des phénomènes d'usage compulsif peuvent avoir lieu, quoi. Augustin Paluel-Marmont, vous avez un compte Facebook. Alors moi, il y a 3 mois, je connaissais pas du tout Facebook et il se trouve que je n'utilise pas Facebook à titre personnel, mais pour moi, c'est un des médias que j'ai à ma portée pour faire découvrir l'aventure de Michel Augustin. Un homme comme vous, il y a 3 mois, vous connaissiez pas Facebook, votre nez s'allonge. Et je n'utilise pas Facebook à titre personnel. Bon. Pourtant, j'accepte, moi je suis sympa parce que j'accepte les avis qui me demandent d'être avis. Alors, on va parler avec vous particulièrement de storytelling, qui est parmi les sujets de notre rencontre. Alors, qu'est-ce qui veut donner une définition peut-être de ce qu'est le storytelling avant de rentrer un peu plus dans le cas Ah ben oui, c'est vrai qu'on a un magnifique exemplaire de storytelling. Au fond, c'est aussi ancien que l'humanité, bien sûr. Le fondement du storytelling, raconter l'histoire, dire, narrer, la narration, c'est aussi ancien et peut-être aussi essentiel à l'humanité que le rire. Nous avons tous du goût pour le mystère, pour l'intrigue, pour la résolution de l'intrigue. C'est la fortune d'Agatha Christie, évidemment, mais on peut penser bien avant elle à Diderot, Jacques le Fataliste, des histoires qui enfantent des histoires, qui enfantent des histoires. Avant Jacques le Fataliste, beaucoup plus dramatique, Les Contes des Mille et une Nuits. Si tu ne me racontes pas une histoire qui me tient en éveil, demain tu es mort. Et puis l'ancêtre, évidemment, le plus profond, en tout cas pour moi, chrétien du storytelling, c'est la Bible. Je vous ai photocopié une page qui est un archi-exemple, parce que le lecteur du livre est invité, à mesure qu'il lit, à entrer dans la narration de ce qui est dit. Donc c'est le premier livre du storytelling. Sûrement. Et d'ailleurs, si le storytelling, on en parle, c'est parce qu'il a envahi la politique, le commerce et la théologie, et tout ça, c'est dans les années 80 aux États-Unis que c'est né. Et la théologie ? Bien sûr. Alors, c'est dans le livre du Deutéronome, qui est le 5e des livres de Moïse, au début de la loi, le 5e des livres du Pentateuque. Ça commence ainsi. « Lorsque tu seras entré dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu prendras des prémices de tous les fruits du sol, tu iras au lieu choisi par le Seigneur, tu viendras vers le prêtre, et tu lui diras « Je déclare aujourd'hui ». Et celui qui lit, il dit « Je déclare aujourd'hui ». Il entre dans le récit. Ce récit devient le sien. Et ça continue ainsi. « Mon père était un Araméen errant. Les Égyptiens nous maltraitèrent. Nous criâmes vers le Seigneur entendit. Il nous fit sortir d'Égypte, il nous fit arriver ici. J'apporte les prémices des fruits. » Donc, ce qui était au début, avant le récit, comme un ordre, est devenu une action libre. Ce qui est intéressant dans le récit, c'est qu'on passe d'un langage de l'obligation à un langage du faire avec le texte. Quand le texte déploie un monde qui a pour moi du sens, quand les valeurs qu'il me propose sont celles auxquelles j'adhère, je suis dans la terre, une fois par an j'apporterai les prémices de mes fruits, je fais ce que dit le texte, non pas par contrainte et malgré moi, mais librement et volontiers. Et donc cet art du récit correspond profondément à ce que nous sommes, des libertés en chemin, qui rencontrent des histoires qui les constituent. Nous sommes chacun une histoire. Je pense que le premier politicien génial du storytelling, ça a été Ronald Reagan, mais pas pour rien, c'était un acteur qui racontait aux Américains des histoires.
Après, il y en a eu d'autres, des deux côtés de l'Atlantique. Et puis aujourd'hui, il y a un développement commercial qui ne m'effraie pas, mais qui m'intéresse. Raconter des histoires, il y a un double sens. C'est aussi raconter des balivernes. Ah ben exactement. Exactement. Vous savez, quand on parle avec des enfants aujourd'hui de la Bible, c'est très dur de leur dire que la Bible raconte des histoires, mais quelle est l'histoire ? Entre raconter des histoires et raconter l'histoire, il semble y avoir un abîme. Et c'est là une des questions qui est posée. C'est, est-ce que ces récits nous laissent libres ? S'ils nous laissent libres, il y a des chances qu'ils soient vrais. Car ce n'est que librement qu'on accède à la vérité. Et la Bible nous laisse sans arrêt libres. Il y a des trous dans le récit biblique. Il y a des non-explications. Il n'y a pas d'introspection psychologique. Les personnages avancent, font des péchés, font du bien, se relèvent et tombent. Et le lecteur, la Bible n'est pas dogmatique. Si vous voulez, la parole à laquelle on résume souvent l'Évangile en disant « Ah, ça c'est parole d'Évangile ». Ça veut dire c'est incontestable, c'est dogmatique. Et cette parole n'est pas dans l'Évangile. L'Évangile est sans arrêt en train de vous proposer une histoire à laquelle vous adhérez ou pas, c'est libre. Et c'est ça qu'il y a de merveilleux dans le storytelling, c'est qu'on sort de la démonstration pour entrer dans la monstration, dans le faire voir, faire vivre, faire entrer avec. Et je pense que c'est un ressort humain très profond. Alors, un des autres risques par rapport à celui de la liberté ou de la vérité, évidemment, c'est le se raconter soi-même. Ce qui est microscopique dans ma vie, grâce à Internet, j'ai trouvé un public. Alors, bon, peut-être, pourquoi pas. C'est narcissique. Ça peut l'être, voilà, ça peut l'être. Alors, c'est aussi la question de la qualité du texte qui nous est proposé. Sur un blog, quelle est la qualité du texte qui nous est proposé ? Et moi, comme lecteur, j'ai besoin d'être d'autant plus affiné dans ma culture que j'ai accès maintenant à des littératures mondiales qui ne trouveront jamais d'éditeurs. Des tas de gens qui n'auront jamais un éditeur, Flammarion ne voudra pas, Gallimard ne voudra pas, sont sur le net. Ou des critiques. Télérama ne voudra pas publier, mais moi je peux mettre sur le net mes critiques de cinéma et de films. Et j'aurais peut-être un lecteur. Mais quelle est, dans mon texte, la place que je laisse à mon lecteur ? Voilà une question importante. Alors, Augustin Paluel-Marmont, vous êtes un entrepreneur heureux, qui réussit en affaires. C'est ce dont rêvent tous les entrepreneurs. Vous travaillez avec un ami de lycée. Vous avez ensemble créé une gamme de produits de grande consommation dans un univers passablement saturé de propositions, etc., etc. Et vous dites, à qui veut l'entendre, que depuis le début de votre aventure, vous construisez une histoire avec les consommateurs. Qu'est-ce à dire ? Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, le point de départ de Michel Augustin, c'est quand je fais mes courses dans un supermarché rue du Poteau, Paris 18, c'est que j'ai l'impression qu'on me raconte des histoires et qui sont des histoires inventées. J'ai l'impression d'être en permanence manipulé par les géants agroalimentaires qui me racontent des salades pour essayer de me faire acheter des produits. Donc moi, j'étais assez mal à l'aise et en plus, on avait un problème de lisibilité des étiquettes à ingrédients. C'est-à-dire que moi, effectivement, quand j'ai passé mon CAP de boulanger et j'ai pris mes cours de pâtisserie, j'avais pas besoin d'un prix Nobel de chimie pour comprendre ce qu'il fallait que j'utilise pour faire mes gâteaux. Et donc l'impression d'être manipulé, de pas comprendre la liste des ingrédients des produits que j'achetais en grande conso. Et je me suis dit, mais arrêtons les salades, arrêtons de se faire manipuler, et plutôt que de raconter des histoires, allons raconter une histoire vraie. Et l'histoire vraie, c'est l'histoire que tout le monde peut vivre ici si vous rentrez chez vous et vous commencez à faire des petits gâteaux dans le four de votre cuisine. C'est l'histoire de deux copains, effectivement. Michel est un vieux pote, on s'est rencontrés au collège sur les bancs d'une 4e 3. Et petit à petit, on a démarré dans le four de la cuisine de mon petit appart et on a voulu donc proposer des produits gourmands, mais surtout aussi partager cette belle aventure humaine que l'on allait vivre au quotidien. Et on n'a pas inventé une marque. On a simplement mis le prénom de deux copains, deux types normaux. Moi, j'ai une Kangoo, j'ai des enfants. Michel a pas beaucoup de cheveux, il a un vélo. Vous êtes un homme normal. Normal, et on partage l'aventure humaine qu'on a décidé de construire. Et comme on est des mecs qui essayent de voir la vie en rose, on essaye de simplement faire partager un peu ce sourire. Il y a une analogie d'ailleurs dans ce que vous dites avec une marque de glace américaine, là, deux potes qui ont fait Tout à fait, mais c'est une histoire c'est la marque très connue Ben & Jerry aux US. Et je pense que moi j'avais découvert cette marque américaine quand j'étais jeune ado aux États-Unis, et mes copains chez qui j'étais dans le Vermont, au départ je croyais que c'était les oncles homosexuels de la famille. En fait pas du tout, j'ai appris que c'était des types qui faisaient des glaces et qui connaissaient pas, et j'étais bouleversé par cette aventure avec des très belles valeurs de partage et de solidarité. Et sans cette marque américaine, j'aurais pas eu l'idée de formaliser le ressenti que j'avais dans mon fameux supermarché rue du Poteau, Paris 18. Et en fait, ce que je trouve beau, c'est que sans eux, on ne serait pas là,
Mais depuis le début, donc depuis le 14 septembre 2004 où on a créé Michel Augustin, l'histoire se sépare parce que je m'appelle pas Jerry et je suis pas hippie, et Michel s'appelle pas Ben, et on est 30 ans après en France dans un contexte complètement différent. Donc on a créé notre propre identité parce que nous sommes des êtres totalement différents de ces deux compères américains. Alors, je vous propose, pour creuser un peu votre communication, votre action, votre histoire, je vous propose un peu une définition. La définition de ce qu'on appelle la communication narrative. Vous n'avez pas de moi, je ne sais pas de qui elle est, peu importe. Ça va nous aider à décrypter un peu votre travail. Alors, cette communication narrative, qui est manifestement un symbole des temps présents, au fond, elle se compose de plusieurs actions, stratégies. D'abord, capter l'attention. Alors, je vais vous dire, enfin, vous allez développer tout à l'heure la façon dont vous le faites, mais c'est quand même assez étonnant. Capter l'attention, puis stimuler le désir de changement, et enfin, emporter l'adhésion par l'utilisation d'arguments raisonnés. C'est-à-dire qu'il vient là un moment où, dans tout ça, après avoir essayé de séduire, on va dire quelque chose qui est censé avoir du contenu, et vous allez nous dire lequel. Alors, capter l'attention. Vous êtes un tantinet activiste. On vous a vu vous faire passer pour le traiteur lors d'une grande rencontre avec Bill Gates devant 7000 personnes et caser votre produit devant lui et effectivement le voir. Je crois qu'il l'a pas pu, mais enfin il l'avait devant lui. Bon, là vous êtes dans l'événementiel, vous vous baladez à moitié nu sur les quais du métro. Qu'est-ce que vous cherchez là? Ça c'est une histoire un peu légère que vous racontez. C'est une histoire légère, mais en fait je pense qu'on est peut-être en premier contact dans la légèreté. Nous, notre objectif est de faire sourire la planète. Et quand on me dit quel est ton concurrent, mon concurrent numéro 1, c'est Nicolas Canteloup sur Europe 1 le matin. C'est-à-dire que moi, ce type-là, vous auriez dit la France, ça aurait peut-être suffi, non, la planète entière? Nous, à terme, on est assez utopique, donc j'espère à terme faire sourire la planète entière. Déjà, nos produits sont donc on voit l'ambition On voit l'ambition, mais ça, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Bon. Donc, capter l'attention, c'est effectivement nous, on a la joie d'avoir un principe très simple, c'est de dire, n'agitez pas votre porte-monnaie, mais plutôt votre imagination. Et c'est vrai que moi, j'ai pas du tout les moyens, étant une petite marque, de tout de suite communiquer à la télé. Donc c'est comment surprendre, faire sourire sans choquer. Effectivement, j'aurais été nu sur les quais de la station de métro, ça aurait choqué. Mais on avait un pagne avec des taches de vache. Magnifique. Donc l'idée, comme faire boire une vache à Bill Gates, comme effectivement rebaptiser une station de métro la mode Piquet-Grenelle avec la mode Piquet-Grenelle, la bananeraie de Michel Augustin. Donc on a effectivement plein de petits artifices qui sont des artifices assez spontanés et intuitifs. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à brainstormer pendant des heures pour essayer de manipuler. C'est très spontané, intuitif. C'est pas très calculé. En fait, on s'aperçoit que ça permet d'attirer l'attention des médias et de partager cette aventure et de la faire connaître au plus grand nombre. Alors après, stimuler le désir de changement, là, vous allez, au fond, un peu dénoncer. En gros, si je résume cette étape-là, c'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Les marques nous manipulent, les marques sont tristes, les marques sont... Voilà. Donc vous, dans votre histoire avec le consommateur, vous voulez stimuler le désir de changement, n'est-ce pas? Tout à fait. Je crois qu'on est sur le désir de vérité. Moi, quand on voit un très gros groupe alimentaire en France qui nous explique que la santé maintenant passe par l'alimentation, je suis en fait en tant que consommateur assez scandalisé. Ou faire croire à mes enfants que c'est bon de prendre une fameuse pâte à tartiner, ça leur donne de l'énergie le week-end. En fait, on en consomme parce que c'est bon. Je crois qu'il faut avoir un désir de vérité, de transparence. Pour être en bonne santé, il suffit de manger peu, de tout, de boire de l'eau et de faire du sport. C'est pas en mangeant tel ou tel produit qu'on va être en meilleure santé. Donc effectivement, le désir de changement, nous, c'est le désir pour les consommateurs de retrouver de l'authenticité et de la vérité. Voilà. Pour aller jusqu'aux arguments raisonnés, et alors là, je dois dire que vous êtes sur un chemin de crête, puisque vous arrivez sur le thème du goût. Le thème du goût, pardonnez-moi, c'est la tarte à la crème. Qui ne dit pas que le goût est chez lui, dans son produit, plutôt qu'en face? Comment pouvez-vous, sur la base de ce que vous venez de dire, sur une histoire vraie, nous faire accepter d'office, nous faire croire que le goût est chez vous? Nous, on attire le consommateur par le sourire et une fois qu'il est rentré dans la marque, il consomme le produit. Si le travail qu'on a fait sur le goût est un bon travail, le consommateur devient récurrent et donc devient captif. Moi, je prends un exemple, c'est toujours d'avoir une lisibilité étiquette parfaite. Dans la vache à boire, on a du lait, de la crème, du sucre et de la gousse de vanille infusée qui vient de Madagascar et c'est tout. Donc nous, on essaie de prendre la plus belle des matières premières, donc la matière première la plus noble. Moi, j'ai fabriqué au départ tous mes produits, donc on achetait nous-mêmes le beurre AOC, donc toujours le top de la matière première. Les meilleurs process de fabrication, c'est des produits qui coûtent cher et une fois que le consommateur lui-même apprécie le produit, de temps en temps on est un peu déçu. Moi, j'ai des gens qui me disent tiens, c'est pas assez goûtu, mais en fait parce qu'on est dans la subtilité aussi, on n'est pas dans l'arôme artificiel. Donc une fois qu'on a fait découvrir le produit, le consommateur y revient. Donc c'est pas dire je suis meilleur, c'est le consommateur qui va lui-même le dire. Vous avez dit un gros mot,
que le père Guggenheim va commenter. Lui qui a parlé de liberté, vous avez parlé de captif. Quoi, de captif, j'aimerais bien qu'il soit captif. Hein. Le consommateur captif. Non, mais bon, au-delà de cette expression qui révèle un discours marketing, etc., Père Antoine Guggenheim, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire de la joie, et donc je le dis. Je pense que l'idée que nous nous attirons les uns les autres, soit par le sourire, soit par le mensonge, je préfère choisir le sourire, évidemment. Quand on est dans la rue et que on voit les gens qui demandent qu'on les aide, ce sont souvent ceux qui inventent une histoire pour nous intéresser à leur vie. Et si cette histoire, elle est toujours vraie pour une part, elle est mêlée de ce qu'ils doivent ajouter pour se protéger eux-mêmes. Si cette histoire nous touche, alors nous nous approchons. Et si nous nous approchons, alors il y a un contact humain. S'il y a un contact humain, alors commence une nouvelle histoire. Je ne vois pas pourquoi la consommation, l'économie, échapperait à cette sphère humanisante de la relation humaine. Et il me semble que le sourire est une bonne manière d'entrer en relation. Quant au goût, évidemment, Christian, vous avez fait remarquer que c'est un argument à double tranchant, mais c'est vrai que c'est à la fois la chose la plus fine et la plus difficile à former, le goût, dans l'alimentation aussi, mais le goût dans l'art, ou le goût dans la relation humaine, c'est quelque chose de très fin et de très abouti, de très singulier en chacun d'entre nous, et c'est vrai qu'on ne se laisse pas prendre deux fois si on est trompé. Donc c'est aussi un critère de vérité, en un sens. Moi, ça ne me choque pas. Alors après, on est captif de ce qui a bon goût, mais je pense que c'est une bonne captivité que d'être captivé par ce qui est bon. Voilà. On peut être fasciné. Dans la prière, certains mystiques emploient cette expression pour parler de Dieu, en raison de sa bonté. On peut être fasciné librement. Je me souviens d'un père abbé, un trappiste, je crois, qui était invité à une émission de télévision dans les années 90, et le titre de son livre, c'était « Le bonheur en Dieu ». Et on essayait de lui faire dire, mais non, le croyant, il vit l'angoisse, le croyant, il est sur la croix, le croyant, il est crucifié avec le monde. Et il disait, écoutez, moi, je peux vous dire en tout cas très modestement que ma propre expérience, c'est que Dieu me rend heureux. Et que quand il m'a appelé, je sentais très bien que j'étais libre de lui dire non, mais j'avais pas envie. Et je pense que c'est un petit peu de cette captivité-là que nous sommes avec les choses qui ont pour nous le privilège d'avoir le goût qui correspond à notre goût. Ce sont des questions, me semble-t-il, inévitables pour une société qui veut raffiner, sans intellectualiser son rapport à ce qu'elle consomme pour vivre. Fanny Georges, est-ce que ce que M. Palluel-Marmont a décrit de cette communication, de l'usage de tous ces supports, est-ce que c'est représentatif pour vous de ce que vous observez aujourd'hui dans notre société ? Tout à fait, c'est aussi la possibilité, donc avec ce fameux web social, de créer son propre dispositif marketing, on va dire. Donc, on connaît les histoires des musiciens qui sont devenus célèbres par MySpace ou les acteurs ou bien les humoristes par YouTube ou Dailymotion, voilà, en mettant des vidéos. En fait, on peut organiser sa propre communication personnelle sans passer par des intermédiaires. On peut être un homme de la rue et avoir une forme de carrière dans le show business. Voilà, tout à fait. Et c'est en ça que, effectivement, ces dispositifs donnent une liberté incroyable par rapport, en fait, au long processus de maturation, enfin, de validation par les différentes étapes auxquelles étaient confrontés les artistes auparavant, les écrivains, effectivement, donc, enfin, moi, je l'inscris effectivement dans ce mouvement. Et alors, si je reprends le thème de ce débat qui est de Facebook au storytelling, la vérité travestie, est-ce que ce mot de travesti, pour vous, recouvre une réalité ? C'est peut-être trop subjectif pour vous qui restez dans une analyse la plus objective possible, mais en quoi est-ce qu'il y a travestissement de la réalité ? Alors pour moi, tout est représentation. Donc le fait même, en fait, de discuter en face à face, c'est aussi une forme de représentation. On utilise des représentations dans la vie quotidienne
Donc, pour moi, la réalité, c'est avant tout un ensemble de ces représentations. Ensuite, que les représentations soient en ligne ou se produisent effectivement en face à face, ce sont d'autres systèmes, enfin des systèmes différents mais complémentaires de représentation. C'est-à-dire, il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est la réalité mixte. La réalité mixte, c'est cette réalité qui est faite d'éléments réels et virtuels. Ça explicite bien, en fait, ça représente bien cette notion où en fait le réel finalement ne serait toujours qu'une histoire de représentation. Donc réalité travestie, pas plus qu'auparavant ou dans d'autres conditions, il me semble. En préparant cette émission, évidemment, je suis allé un peu plus souvent encore sur Internet que d'habitude, ou de manière moins utilitaire, disons, plus gratuite. Facebook. Je n'ai pas de compte Facebook encore. J'ai trouvé ces 3 verbes qui me semblent expressifs, et peut-être qu'il y a un petit débat avec Fanny Georges ici possible. L'attitude humaine la plus profonde, c'est le savoir-être. C'est de l'ordre de la qualité, de l'expérience personnelle du monde, de soi-même et des autres. Savoir-être, c'est quelque chose qu'on développe par l'éducation, chez les autres, chez soi-même. C'est ce dont parlait Augustin Paluel-Marmont en disant que notre histoire nous fait devenir nous-mêmes. Il y a les savoir-faire. Alors, ce sont les diplômes qui les donnent, c'est le travail que l'on accomplit, c'est l'expérience de la vie qui donne des savoir-faire. Et puis, il y a ce dont vous venez de parler, c'est-à-dire le faire savoir. Comment je fais savoir ce que je suis et ce que je fais. Et le faire savoir est une question très difficile, parce que justement, nous ne sommes plus dans des villages, que nos portes sont fermées les unes sur les autres, qu'il y a des petits Judas dans les portes. Nous ne communiquons ensemble que par le Judas, ce qui est quand même un paradoxe assez incroyable. Nous ne communiquons ensemble qu'en nous trahissant les uns les autres. Hein. Et donc, nous avons besoin de moyens de faire savoir ce que nous pouvons faire. Et je pense que aussi bien Facebook, ici, ou les autres réseaux sociaux, que le storytelling sont des moyens de faire savoir. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait savoir ? Est-ce qu'on se fait valoir ? Est-ce qu'on crie au secours ? Est-ce qu'on bâtit un monde commun ? C'est tout un ensemble de questions. C'est-à-dire les questions éthiques ne sont que avivées par ces nouveaux instruments. Elles sont rendues plus fortes, plus globales, et enrichies par le fait qu'on peut être en relation, encore une fois, avec un Indien, avec un Américain du Nord ou du Sud, avec un Africain. Moi, déjà, Internet le permet sous la forme des emails. J'ai reçu, quand j'étais président de la faculté de théologie Notre-Dame, des emails d'Africains du Nord, musulmans, disant « mais j'aimerais bien venir en France, j'aimerais bien étudier la théologie ». On sort d'une sphère, d'un monde fermé pour aller dans un monde ouvert. Donc, il y a cette possibilité d'un faire savoir nouveau, non seulement d'une information, mais d'une possibilité de former, de témoigner. Possibilité d'entrer dans un témoignage. Alors, le critère du témoignage, on y retourne, c'est à nouveau le double critère. Est-ce que c'est un témoignage qui rend libre les autres ? Le mensonge, en particulier, enlève aux autres leur liberté, puisque je cache la vérité pour te faire croire que tu peux faire ceci, ça t'emmène au malheur. Donc, le mensonge est la première violence. Donc, le témoignage doit être vrai. On ne peut pas échapper. Internet ne nous fait pas échapper à la question de la vérité. Au contraire, il la multiplie. Et la question de la liberté. Est-ce que je te rends libre parce que j'essaye de dire de moi-même ou parce que j'essaye de savoir de toi ? Je pense que pour beaucoup de scandales qui sont liés aux réseaux sociaux, parce qu'il y a des scandales, des scandales de vol d'intimité. Hein, l'intimité, la propriété de son intimité, c'est aussi profond que la propriété privée. Ce sont des conditions de la liberté. Si j'ai plus de vie intime, si je suis transparent, s'il n'y a plus que... Ma vie n'est que fenêtre. Je suis volé à moi-même. On va revenir sur ces sujets. Moi, je voudrais que Augustin Paluel-Marmont puisse aussi réagir à ce titre, la vérité travestie. Vous avez plusieurs fois utilisé, en présentant ce que vous faites, le mot de vérité.
dans cette histoire que vous voulez tisser, raconter avec vos consommateurs. Alors, est-ce qu'il y a un écueil à trop exploiter le concept de vérité? Enfin... Il y a un écueil parce qu'il faut faire attention que l'image et l'histoire qu'on raconte soient vraiment le reflet de la réalité. Il est arrivé quelquefois d'avoir des consommateurs, on a beaucoup de fans, des gens qui sont... On est en interactivité, on construit l'histoire ensemble, on est en interactivité très très forte, que ce soit par email, par les réseaux sociaux, par le téléphone, par le fax même. On reçoit plein de cadeaux, donc on a une richesse d'échange avec nos consommateurs très forte. Et de temps en temps, il y a des gens qui arrivent à la Bananeraie, qui sont nos bureaux à Boulogne, et qui sont, ça arrive, un peu déçus. En disant, mais l'image que vous projetez est beaucoup plus fun, et Augustin, il est pas si marrant que ça, quoi. Et effectivement, il faut pas oublier que derrière l'aventure, il y a une entreprise, et que l'entreprise, elle doit générer des profits, et que ces profits sont au service d'un certain nombre de causes auxquelles on croit. Donc on essaye que l'aventure ne soit pas un prétexte ou un argument marketing, mais on essaye que vraiment ce que l'on vit à l'intérieur de la Bananeraie, avec les trublions, une trentaine de personnes, soit vrai, et qu'on reflète vraiment la vérité. J'aimerais juste faire un tout petit sujet, c'est que on parle beaucoup de Facebook, des réseaux sociaux, c'est le sujet ce soir. Mais moi, ce que je trouve dingue dans notre petite aventure, et c'est loin d'être encore un succès, c'est notre premier média en 2004. C'était un média que vous voyez partout, mais qui était sous-utilisé par les autres sociétés, c'est les packaging. Moi, mon premier média aujourd'hui, c'est les 6 millions de packaging que j'ai vendus en 2009, qui sont les paquets, en fait, qui enrobent mes produits, dans lesquels on a une richesse de contenu et de messages extrêmement forts. Et on s'aperçoit qu'il y a pas mal de gens maintenant qui emboîtent un peu le pain. Mais nous, on écrivait en tout petit. On se faisait engueuler par les personnes âgées qui disaient on comprend rien, on n'arrive pas à lire. Mais on écrivait beaucoup, une grosse richesse de contenu de texte, en étant très bavard, pour faire partager, en fait, toute cette aventure. Et vous venez de dire un truc très important, vous venez de dire que les profits pour soutenir des causes auxquelles on croit. Vous avez envie de dire 2 mots là-dessus parce que... Oui, moi je prends toujours l'exemple, c'est que je serais resté avec Michel dans ma cuisine au 2e étage du 26 rue Hermel, j'aurais crié très fort les valeurs auxquelles je crois en tant qu'homme. Je pense que peut-être que mon voisin au-dessus aurait entendu, à la limite la voisine au premier aussi, mais ce sera arrêté là. Et l'idée d'une entreprise, ma vision, c'est... Moi, je cherche pas à être le plus riche au cimetière, et même je cherche pas à être le plus riche dans le monde, ça m'intéresse pas beaucoup. C'est d'avoir un outil économique puissant, donc qui génère des profits au service de causes auxquelles nous, en tant qu'hommes, Michel et moi, on est des mecs, des humains auxquels on croit, et on veut que cette société, cette aventure, soit au service de ces valeurs, qui sont des valeurs en fait assez universelles, mais auxquelles on croit. La Bananeraie, c'est un peu comme une petite planète. Vous voulez pas donner un exemple? Si, on est sensible. Moi, je fais de la solidarité, de le partage. On fait des petites choses à nos niveaux. On accompagne des gens qui sont dans la difficulté sur notre temps personnel. On vient d'accueillir un handicapé. Mais c'est plein de petites choses. Il y a aucun exploit, ça peut marcher, ça marche pas. On travaille avec pas mal de CAT, on reverse et on fait connaître par nos médias pas mal d'associations auxquelles on croit. Donc voilà, c'est une philosophie, c'est la façon de voir les choses, d'être dans le partage avant tout. On le fait modestement, on le fait avec des erreurs, mais l'idée de l'entreprise, c'est pas d'être le plus riche au cimetière, quoi. Parce que vous savez qu'on est à l'heure du RES, responsabilité écologique et sociale. Enfin, toutes les entreprises aujourd'hui essaient de se faire une image sur ces principes. Alors, je voudrais quand même qu'on revienne un peu sur nos outils Facebook. Alors, il y a, vous l'avez cité, mais j'aimerais qu'on développe un tout petit peu la question, un énorme enjeu de respect de la vie privée derrière tout ça. Et est-ce que les jeunes qui utilisent tous les jours... moi, je vais vous citer un exemple très simple. Tiens, j'ai reçu un Américain en vacances, et puis ce garçon charmant est reparti dans sa famille, et le surlendemain, avec des commentaires étonnants, j'ai retrouvé toutes les photos des vacances qu'il avait passées chez nous, les intérieurs, les extérieurs, les amis, les machins, et vas-y que je commente, et les petits amis américains mettant leurs propres commentaires sur nos propres vacances. On est quoi là ? On est dans une espèce d'exposition non maîtrisée, puisque c'était moi qui étais sur les photos, entre autres, au profit de quoi ? Il y a un problème. Oui, effectivement, cet exemple-là est très caractéristique de l'usage qu'ont les adolescents en fait de la protection de leur vie privée, c'est-à-dire qu'ils vont mentir. Enfin, une étude statistique a montré que les adolescents, pour protéger leur vie privée, mentaient beaucoup, notamment sur des informations telles que leur âge, leur ville, enfin des informations justement déclaratives, mais en revanche, partageaient énormément de photos avec leurs amis. Donc, effectivement, on peut se demander en fait la cohérence de la démarche de protection des données personnelles. Pour nous, ça semble assez surprenant. Et
Mais effectivement, dans Facebook, c'est aussi cette fonction qui est liée au partage de photos personnelles qui peut poser problème. C'est le tagage en fait des photos. Là, je dis encore un mot barbare. Le tagage, en fait, c'est le fait de sélectionner le visage d'une personne qui est sur une photo pour l'associer à un nom un nom de profil de personne qui est dans Facebook. Donc ça ne peut se faire qu'avec des personnes qui ont des profils Facebook. Hein. Donc si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas. A priori, vous n'êtes pas tagué, mais ça peut gêner des personnes, mais on peut retirer après les tags, ce qui nécessite une certaine connaissance du dispositif, parce que certaines personnes, des personnes m'ont rapporté des anecdotes telles que celle-ci, mais ne savaient pas qu'on pouvait supprimer les tags des photos. Donc en fait, ils se retrouvaient avec des photos de soirées où ils étaient dans des états assez peu sobres, assez peu conformes à leur activité professionnelle, alors que justement, c'était un compte où ils avaient beaucoup de contacts professionnels. Et puis Facebook se retrouve avec ses 350 millions des adhérents, enfin des gens qui ont ouvert une session chez eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette matière? Qui nous dit qu'ils vont pas l'exploiter à des fins commerciales ou je ne sais quoi, géostratégiques? C'est déjà fait, ils vivent de ça. Mark Zuckerberg, c'est le plus jeune de tous les milliardaires de la Terre. Hein. Donc, alors ça, ils exploitent à des fins commerciales tout ce qu'on leur met. Mais est-ce qu'on est sûr que c'est que à des fins commerciales? Vous pensez à quoi d'autre? Mais je veux dire, des informations sur la vie privée, on peut les utiliser pour pister ce que font les gens, ce qu'est leur vie, etc., non? Bien sûr, il faut rester prudent. Je me souviens du cardinal Lustiger nous disant à nous prêtres, sur votre carte d'identité, ne vous faites pas photographier avec un col romain. Si demain il y a une persécution en France, vous aurez l'air malin. Donc, bien sûr qu'il faut être prudent avec ses données personnelles, c'est clair. Mais alors la prudence, c'est la peur. Mais il y a plus profond que la peur. Je pense qu'il y a une donnée humaine qui est en tension avec ce besoin de s'exposer, qui est un besoin de l'adolescence, c'est très bien. Et peut-être que c'est plus facile pour un adolescent de s'exposer à distance, en disant surtout qu'il est d'une autre ville et d'un autre âge, que de se mettre à chanter avec d'autres dans un groupe ou de faire du théâtre, qui seraient aussi des bonnes manières de développer à l'adolescence la capacité de relation. Mais il me semble qu'il y a une chose qui est en tension, c'est ce que j'appellerais la pudeur. Alors, qu'est-ce que je veux appeler par ce mot ancien de pudeur? Peut-être quelque chose en rapport avec ce qui se passe en nous quand nous rougissons. Alors, ce soir, nous sommes tous maquillés superbement sur ce plateau, donc nous ne pouvons pas rougir. Peut-être vous pouvez davantage rougir. La rougeur est une réaction corporelle, et pourtant extrêmement psychique et spirituelle, si on réfléchit. C'est une sorte de honte de soi-même, de ce que j'ai pensé d'un autre, ou de ce qu'un autre a pensé de moi. Et c'est une réaction humaine et humanisante, et si elle n'est pas là, il y a des problèmes qui vont se déclencher. Si je manque de pudeur, si je n'ai jamais honte, je vais être dangereux pour moi-même et pour d'autres. C'est un sentiment qui est gênant. Quand on le ressent, on se sent justement, il consiste en cela, être gêné, et corporellement ça se voit. Et c'est un sentiment qui est en même temps, qui construit, qui fait partie de ce qui permet à notre personne d'advenir, de naître. Alors, je pense qu'il y a ici, autour de la pudeur, voire de la honte, c'est-à-dire du respect de ce qui en moi est si intime que si je le livre aux autres qui n'ont pas le respect qu'ils doivent avoir pour ces données de ma personne, je serai utilisé. Vous voyez, une personne ne peut pas être utilisée. C'est le vieux critère déjà donné par Kant au XVIIIe siècle. Ne jamais être en relation personnelle où on utilise l'autre. Alors, pour un bien plus grand, peut-être. Voilà. Et il y a un problème là que révèle la pudeur extrêmement profond, auquel je ne sais pas comment répondent les utilisateurs ou les théoriciens de ces réseaux. Fanny Georges. Oui, donc il semblerait que cette notion de, la pudeur, c'est toute la question de ce qui relève effectivement de ce qui est le plus intime en soi. Et il semblerait que j'avais lu une étude selon laquelle cette notion de pudeur serait différente chez les adolescents, c'est-à-dire qu'ils ne considéreraient pas ces images de leur vie sociale comme étant une infraction à
à leur vie intime, mais n'ont pas pour autant perdu la notion d'intimité et qui la situeraient davantage dans des pensées personnelles, profondes, donc quelque chose qui est vraiment au-delà de ce qui peut se photographier finalement. Parce que quand on parle du viol, des identités, du viol de la vie personnelle, en fait, on fait toujours référence en fait, à ce qui est, ce qu'on peut manifester sur une page web, c'est en fait des données assez superficielles qui concernent l'identité civile, enfin quelque chose qui relève, enfin, qui peut être répertorié sur une carte d'identité, ou bien effectivement des photos, en fait, où on est souvent aussi accompagné. Donc, en fait, ça désigne aussi une sphère assez publique finalement de l'identité. Donc, c'est toute la question. Alors, pour les 3 dernières minutes, pardonnez du peu, qui nous restent dans cet excellent débat, moi j'aimerais que vous parliez d'éducation. Parce qu'au fond, c'est la question qui reste en suspens. On a là un outil qui est à disposition, on en a vu les richesses et les dangers. Il est utilisé par des jeunes que les adultes surveillent fort peu, on le voit bien. Alors comment est-ce qu'on peut éduquer à l'usage? J'ai bien dit, moins de 3 minutes. Il faut qu'il y en ait un qui se lance, sinon on va perdre... Augustin Palluel-Marmont nous a donné un exemple, c'est-à-dire qu'il a décrit ce qu'il fait et la théorie de ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est de vendre des produits de qualité en racontant l'histoire qui montre que ce sont des produits de qualité. Mais la théorie qui est derrière, c'est qu'il crée ainsi un lien personnel entre ses clients et lui, qui lui permet à lui, comme être humain, de faire de sa vie professionnelle un service de valeur plus profonde. Bon. Eh bien, je pense que c'est la tâche de l'éducation des adolescents par rapport à des réseaux sociaux, c'est un peu ça qui incombe aux adultes. C'est de leur dire, voilà les qualités que ça développe, mais voilà la théorie qui est derrière. Et donc, apprenez à comprendre cet outil, pas simplement à l'utiliser, mais à comprendre. Alors, vous savez que les modes d'emploi, c'est jamais ce qu'on regarde en premier quand on achète un produit. Eh bien, il y a une tâche donc éducative d'adultes. On se demande des adultes. C'est ce qu'on a dit depuis longtemps de la télévision, par exemple. On a dit il faut éduquer à l'usage de la télévision. Je ne suis pas sûr que le résultat soit tout à fait convaincant. Mais tout comme, effectivement, au collège, il y a des cours sur l'analyse de la mise en page des magazines, des journaux, effectivement. Ce serait tout à fait... Enfin, ça se fait dans certains pays, je ne pourrais pas vous dire lesquels, mais ça se fait en Norvège, il me semble. Il y a déjà des initiatives éducatives qui forment en fait les adolescents et les lycéens à ces nouveaux dispositifs qu'il est nécessaire de comprendre pour les utiliser plus sereinement. Vous êtes optimiste sur cet aspect des choses? Oui, ça se développe, c'est quelque chose qui est en cours de construction. Bien, écoutez, je vous remercie chacune et chacun de votre participation. Je crois que vous avez vraiment ouvert des pistes de réflexion, de mise en perspective de ces questions. Je crois que ceux à qui j'ai dit en commençant ce débat de rester, même s'ils étaient un peu éloignés de cette matière, ne l'ont pas regretté car nos intervenants ont fait preuve de pédagogie. Comme je l'ai dit, nous sommes en public ici au Collège des Bernardins. Vous y êtes les bienvenus. Venez nous retrouver pour d'autres débats. Et il me reste donc, en votre nom à tous, à remercier nos intervenants. Merci.